Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ce matin réunis pour un webinaire avec notre partenaire EIG. Donc, c'est un webinaire qui a pour vocation de présenter l'appel à projet du fonds de dotation EIG, que je laisserai se présenter ensuite, et qui est représenté par Céline Lindern. Et ce webinaire est co-organisé avec plusieurs URIOPS et l'UNIOPS. Donc, les URIOPS Île-de-France, PACA, Pays de la Loire, Hauts-de-France, j'espère que j'oublie personne, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, je vais maintenant donc passer la parole à Céline Lindern qui va vous présenter quelles sont les clés d'un bon dossier de candidature pour pouvoir prétendre à remporter un prix de 20 20 000 000 euros. euros. Céline, je te passe la parole. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, avant de vous parler des appels à projets, je vais rapidement nous présenter. Alors, nous, on est EIG, donc on est une entreprise, un éditeur de logiciels qui fait des logiciels pour les acteurs du médico-social, du social et de la santé. Et donc, c'est pour ça qu'on a une association et un fonds de dotation qui propose chaque année un appel à projet. Alors, donc aujourd'hui particulièrement, je vais parler des appels à projets et des meilleures pratiques pour soumettre une candidature qui serait réussie. Ensuite, je vous parlerai de l'édition 2025. Et enfin, on aura un ancien lauréat, donc l'association Cartable Fantastique, avec Justine Leblond-Martinet, qui viendra vous parler de son expérience de gain et de son projet. Alors, pour commencer, les appels à projets, qui rejouent un rôle évidemment qui est vital dans la réalisation de toutes vos initiatives, la mise en œuvre de vos actions. Ils vous offrent des financements qui sont indispensables et qui peuvent, pourquoi pas, stimuler la réflexion sur les actions que vous souhaiteriez entreprendre. Ça peut être l'occasion de réfléchir à ce que vous souhaitez mener au sein de votre structure. Donc, dans ce sens-là, ça veut dire que votre projet, il peut être déjà bien pensé avant ou être nouveau. Et les appels à projets peuvent servir un peu de déclencheur pour ces projets, pour l'innovation et pour la création. Ils vous permettent évidemment de bénéficier d'un accompagnement et de recevoir une dotation. Mais encore, il vous faut pouvoir vous démarquer et convaincre le jury de la pertinence de votre projet. Et c'est pour ça qu'on va vous expliquer comment maximiser ces chances de succès. Alors, un des premiers points qui est un des plus essentiels, c'est de bien comprendre l'appel à projet auquel vous répondez. C'est-à-dire, avant de vous lancer, il est essentiel de vous renseigner sur l'entité qui est à l'origine de l'appel à projet. Donc, il est assez inutile finalement de vous précipiter sur le premier appel à projet que vous voyez passer et de faire un copier-coller à chaque appel à projet. L'idéal, c'est de vérifier que votre idée, elle s'inscrit bien dans la thématique de cet appel à projet, que votre appel à projet est en adéquation avec le cahier des charges et les critères de sélection pour vous assurer au final que vous êtes légitime à candidater à cet appel à projet. Par exemple, nous, pour notre appel à projet, pour EIG, il y a plusieurs éléments. Alors, il faut être une association loi 1901, évidemment être un acteur du secteur, donc santé sociale, médico-sociale, et que votre projet vise à l'amélioration de la qualité de vie et ou de la qualité de soins des personnes. Alors, il y a un petit changement par rapport aux autres années. Alors, pour ceux qui auraient voulu participer les années précédentes, et que l'aspect technologie numérique dans le projet aurait pu freiner, on a retiré depuis cette année cet impératif. Donc les personnes qui auraient voulu proposer des projets et qui n'auraient pas osé les autres années à cause de cet élément-là peuvent le faire cette année. Un autre point, il faut également penser à vous mettre à la place de la personne à qui vous destinez le dossier. Nous, de notre côté, on a un préjury, c'est-à-dire qu'il est composé d'administrateurs de notre association. Donc, c'est des personnes du secteur social et médico-social, et c'est des directeurs, des DAF, des comptables. Et le jury final, il est composé d'associations qui sont adhérentes à UIG, donc toujours des associations du secteur médico-social.
Ensuite, votre dossier de candidature doit être réfléchi et complet et également cadré. Vous devez décrire comment votre projet répond aux besoins identifiés et démontrer sa valeur ajoutée. L'important est de faire ressortir les actions déjà entreprises, de contextualiser votre démarche, évidemment, et de connaître la pertinence et l'impact de votre projet. Votre projet, vous devez expliquer s'il s'inscrit au niveau local ou s'il s'inscrit au niveau national, quelle population il concerne, et est-ce qu'il est en phase avec des problématiques actuelles. S'il est en phase avec des problématiques actuelles, ça peut l'aider, on va dire, à sortir du lot. Ensuite, pour vous adapter au mieux à l'appel à projet auquel vous postulez, il y a différents points. Alors, chaque appel à projet est unique et les informations qui vous sont demandées peuvent être différentes d'un appel à projet à un autre. Vous avez certains appels à projet qui peuvent être très longs, très fastidieux à remplir et d'autres beaucoup plus simples. Le nôtre, par exemple, tient en 3 pages avec des catégories qui sont vraiment délimitées et qui vous guident dans ce dont on a besoin. Alors pour les anciens lauréats, par exemple, on a ici Carta Fantastique, pourra vous parler un peu plus de ce document de candidature. L'idéal est de rester synthétique et de ne pas submerger le jury de détails qui seraient trop techniques. Il faut néanmoins toujours expliquer en quoi votre concept est innovant et porteur de valeur ajoutée, montrer qu'il est innovant en 2025 et pas qu'il était innovant, par exemple, 5 ans en arrière. Ça arrive qu'on reçoive, nous, de beaux projets, mais c'est des projets malheureusement qui sont vus et revus, alors qu'il y a quelques années, ils auraient pu prétendre au titre. Donc il y a vraiment cet élément d'innovation qui est important. Ce qui est important également, c'est d'expliquer la genèse de votre projet, quelles sont les actions que vous avez déjà entreprises, d'angler, de formuler, contextualiser pardon, votre dossier. Décrivez bien les valeurs et les raisons qui vous poussent à vouloir mener votre projet à bien. Ça peut permettre de susciter un intérêt d'autant plus important. D'autres points également à propos des annexes. Alors nous, le dossier principal, il est essentiel de notre côté pour EIG et c'est sur le dossier principal, le document principal de candidature que repose 80% du choix. Mais vous pouvez également ajouter des annexes. Donc des annexes, ça peut être des photos, une présentation d'un produit, une étude de marché, un descriptif détaillé, des devis qui montrent les coûts, également des articles qui parlent de votre association, ou alors des vidéos ou tout autre document que vous considérez comme pouvant apporter une valeur ajoutée au dossier en tant que tel. Ensuite, vous avez les indicateurs clés de succès à mettre en avant. Ces indicateurs clés de succès, nous, on vous conseille d'en mettre des quantitatifs, évidemment, mais également des qualitatifs pour pouvoir évaluer l'impact de votre projet et idéalement leur associer une méthode pour les recueillir, c'est-à-dire un questionnaire, une évaluation de nombre de personnes touchées par l'action, ce genre d'indicateurs-là. Et assurez-vous que ces indicateurs soient faciles à mesurer et également et surtout, je dirais même, qu'ils soient reproductibles pour suivre efficacement les résultats, pour pouvoir comparer d'une année sur l'autre, d'un mois sur l'autre, s'il y a évolution. Ce qu'on peut vous conseiller ensuite, nous, alors là c'est vraiment propre à UIG, ce serait de regarder l'historique des anciens projets gagnants. Alors nous, on a déjà 8 éditions derrière nous, donc il y a pas mal d'informations sur notre site, sur notre chaîne YouTube, où vous pourrez trouver des informations sur les anciens lauréats. Vous pouvez même, n'hésitez pas hein, à contacter les lauréats des anciennes éditions qui pourront potentiellement vous donner quelques informations comme le fera Carta Fantastique juste après. Nous, chez UIG, chaque année, on réalise, 1 an après la remise de prix, on réalise un portrait de l'association lauréate de l'année précédente en immersion dans ses locaux. Donc, vous pouvez visionner, par exemple, ces vidéos-là
pour voir ce que la personne, comment la personne a candidaté, ce que la personne a fait de l'argent gagné, et également pouvoir voir quel type de projet a été élu dans le cadre de nos appels à projets. On a également sur notre site des articles où vous pouvez vous rendre compte, encore une fois, quel type de projet est susceptible de gagner et comment on fonctionne. Ensuite, sur un point purement budgétaire, nous, on demande quand même à avoir un visu clair de ce que va donner vos budgets et comment vous allez utiliser l'argent. Donc, la budgétisation réaliste est cruciale pour nous. Il faut montrer que vous avez évalué chaque aspect financier et que vous savez vous projeter en vous basant sur les ressources à votre disposition, c'est-à-dire que vous pouvez établir un rétro-planning détaillé pour démontrer votre vision à court, moyen terme et donc donner du crédit à votre idée. Évidemment, soyez réaliste, hein, prévoyez pas des délais qui soient trop courts ou au contraire des délais qui soient trop longs. Nous, du côté de IG, on demande à ce qu'au moins 50% du projet soit réalisé à N+1. C'est-à-dire que si on vous remet votre prix au mois de juin 2025, en juin 2026, il faut que votre projet soit réalisé à au moins 50% parce que on invite le lauréat de l'année précédente à venir sur notre assemblée générale, donc qui est en juin, pour parler de son projet. Donc, il faut qu'il y ait un avancement certain dans l'avancement de ce projet. Et également, un petit point qu'on a ajouté cette année, qui n'était pas présent les années précédentes, mais on l'a ajouté parce qu'on a vu que ça posait problème sur pas mal de dossiers, c'est qu'on a mis une limite sur la part d'achat de matériel. On a mis qu'elle ne devait pas dépasser 50% de notre dotation, donc pas plus de 10 000 euros. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, par exemple, l'achat d'ordinateurs ou l'achat d'un robot ou l'achat d'outils, il n'y a pas de souci. Mais il faut qu'on ait un projet autour et par exemple, des paiements en plus, ça peut être des postes en plus, pardon. Ça peut être par exemple de la réflexion, euh, ça peut être un consultant qui vient vous aider, ça peut être plein de choses, mais il faut vraiment que l'achat pur de matériel ne dépasse pas 50% de la dotation. Ensuite, nous, donc, on vous donne un gain de 20 000 euros. Mais les ressources de notre appel à projet ne doivent pas être vos seules sources de financement. L'idéal, c'est de montrer comment vous diversifiez vos ressources, y compris les fonds propres, les dons et d'autres financements externes. Donc, ça peut être d'autres appels à projet, par exemple, ou alors des partenaires, des choses de ce style. Dans le budget, l'idéal est de montrer de façon claire les différents postes ainsi que les financements déjà acquis ou demandés mais également ce que couvrira la dotation apportée par l'éventuel gain de l'appel à projet EIG. Nous, dans notre cas, on a un petit changement cette année, mais on a une dotation qui est fixe, qui est à 20 000 euros. Donc le premier prix est de 20 000 euros, et donc il faut que lorsque vous candidatez, on va dire, vous en ayez pour à minima 20 000 euros, parce que admettons que vous nous rendiez une candidature ou vous indiquez que vous avez besoin de nous à hauteur de 8 000 euros, ce serait problématique pour votre candidature, parce qu'on pourrait se demander, mais que vont-ils faire de ces 12 000 euros supplémentaires, étant donné que vous ne l'aurez pas détaillé dans votre budget. Comme je vous disais, il y a un petit changement cette année, c'est qu'il y a un deuxième prix qui est de 2 000 euros. Mais évidemment, quand vous postulez, vous visez les 20 000 euros. Donc budgétiser la partie EIG sur 20 000 euros. Ensuite, des éléments qui peuvent peut-être vous paraître évidents, mais c'est de respecter bien les délais et les règles de l'appel à projet auquel vous postulez. Donc, c'est de respecter scrupuleusement les délais et les formats imposés. Si un formulaire est fourni, donc c'est notre cas, on fournit un formulaire, utilisez ce formulaire. Ce serait dommage, une candidature qui serait incroyable pourrait être disqualifiée pour non-respect de ces exigences. Si vous nous renvoyez, par exemple, votre dossier de candidature imprimé, rempli à la main
et donc sans respecter la taille de chaque bloc, de chaque question, c'est fortement probable que ce soit éliminatoire. Si vous nous renseignez cela sur papier libre, pareil, ce sera éliminatoire. Ensuite, nous, on reçoit 90% des dossiers lors de la dernière semaine. Donc l'idéal, c'est de se préparer, peut-être de soumettre votre dossier en avance pour éviter tout stress inutile, de se dire, mince, il me reste que 3 jours. L'idéal, c'est de vous organiser, évidemment, sans vous précipiter, sans pour autant envoyer le dossier dès la première semaine, mais juste, l'idéal, c'est d'éviter les derniers jours qui peuvent vous stresser et vous faire mal remplir le dossier ou des petites choses de ce style. Et ce serait dommage de nous renvoyer un dossier brouillon parce que vous n'avez pas assez anticipé le remplissage de celui-ci. Et je vais terminer sur l'amélioration continue de son dossier d'appel à projet. Alors, nous, on vous dit de soumettre un bon dossier. Alors, vous le soumettez un dossier qui est bien préparé, c'est essentiel, bien sûr, mais il faut que vous soyez également ouvert au retour. Donc, c'est-à-dire qu'avant de nous l'envoyer, faites-vous relire par des personnes qui soient externes pour des conseils constructifs. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas eu le nez dans le dossier, pas le nez dans le projet, sera plus à même de facilement, on va dire, remarquer des manquements ou des passages qui seraient peu clairs de votre dossier de candidature pour quelqu'un qui s'y connaît pas du tout finalement, comme ce sera le cas de notre jury. Ensuite, votre dossier sera peut-être pas lauréat dès le premier coup, donc ça a déjà été le cas pour des personnes qui ont candidaté. Ils n'ont pas été élus la première année, mais 2 ans ensuite ont été élus lauréats parce qu'ils avaient amélioré leur dossier. Alors il ne sera peut-être pas lauréat dès le premier coup, le vôtre, mais garder un historique pour, euh, pour potentiellement postuler l'année suivante en étayant votre propos, en le présentant mieux, peut-être différemment, peut-être avec un angle différent, peut-être avec un peu plus d'annexes. Et éventuellement, moi, je suis ouverte à ça. Si vous candidatez et que vous n'êtes pas élu, de demander un feedback à l'organisme organisateur de l'appel à projet et d'utiliser ces commentaires pour améliorer votre candidature pour une candidature future. Alors maintenant, je vais vous parler rapidement donc, de l'édition 2025. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur notre site internet et également, je pense, lors de l'envoi de ce replay, euh, tout sera, euh, tout sera disponible. Donc rapidement, notre appel à projet, il se présente de cette façon-là. Donc, un petit rappel, avoir un projet innovant qui vise à l'amélioration de la qualité de vie ou d'accompagnement de l'usager, que vous soyez un acteur du secteur de la santé, du social, du médico-social et qui soit réalisable avant juin 2026. Pour le calendrier, donc, notre appel à projet a débuté le 17 février et il se clôture le 4 avril. Donc, vous avez environ encore 2 semaines, un peu plus de 2 semaines pour postuler à l'adresse fonddotation@uig.fr. Nous, on a plusieurs étapes ensuite. On a un pré-jury qui va se réunir à la fin du mois d'avril pour un premier tri. Et ensuite, lors de notre assemblée générale du 4 juin, nos adhérents qui seront présents, ainsi que les administrateurs de notre association, seront là pour désigner le lauréat parmi les 2 finalistes qui viendront pitcher pendant quelques minutes leur projet. Et comme je vous l'ai précisé, 1 an plus tard, le lauréat viendra présenter son projet. Voilà pour moi. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à proposer vos candidatures. Je vous rappellerai après la présentation du lauréat de l'année passée, Cartable Fantastique, l'adresse à laquelle nous envoyer vos candidatures et je suis ouverte évidemment à toutes les questions. Je laisse la parole à Justine Leblond-Martinet de Ouais. l'association Cartable Fantastique. Bonjour à tous, je suis là. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Ça fonctionne? Super. Alors, merci Céline pour
cette petite introduction. Donc, effectivement, je suis Justine et je m'occupe de tous les aspects recherche de financement et communication pour l'association qui s'appelle le Cartable Fantastique. On a donc été lauréat de l'appel à projet du fonds de dotation EG en 2024. Je vais commencer par vous présenter un petit peu qui on est au Cartable Fantastique. Un premier point. Merci. Donc, on est une association qui a pour mission d'aider à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap et en particulier des élèves dyspraxiques. Alors, rapidement, pour que vous connaissiez un petit peu notre champ d'action, donc la dyspraxie fait partie de la grande famille des troubles 10. Vous connaissez bien souvent mieux la dyslexie. La dyspraxie, c'est le geste. C'est un dysfonctionnement, c'est un trouble du geste et du regard. Donc, côté gestes, c'est un petit peu comme si au quotidien, vous essayez de réaliser tous les gestes de motricité fine avec une grosse paire de moufles. Vous seriez assez maladroit et assez embêté. C'est un petit peu le quotidien des personnes dyspraxiques. Et le trouble du regard, c'est l'idée selon laquelle les personnes dyspraxiques ont des difficultés à traiter l'information visuellement quand il y a trop de formes, de couleurs, trop d'informations. Et donc, le cerveau a du mal à déchiffrer tout ça. Et au-dessus de ça, on ajoute aussi parfois des difficultés à automatiser les gestes du quotidien, comme par exemple l'écriture, qui est le plus évident. Généralement, on arrive à prendre des notes en écoutant parler, voire même en se concentrant sur l'orthographe dans le cas d'une dictée. Et cette automatisation des gestes est très compliquée pour les élèves dyspraxiques. Donc vous l'aurez compris, c'est un trouble qui est impactant vraiment au quotidien pour tout le monde, pour les enfants comme les adultes, mais qui est spécifiquement impactant déjà dès l'école, dès le plus jeune âge, parce que ça vient perturber l'apprentissage des élèves. Donc nous, notre mission au Cartable Fantastique va être de proposer gratuitement des ressources pédagogiques et des outils numériques innovants qui vont permettre à ces élèves qui ont des besoins spécifiques d'apprendre en classe comme leurs camarades, donc en compensant leur handicap. Et l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent apprendre tout comme les autres, tout pareil, mais sans être empêchés par leurs troubles dus à la dyspraxie. Donc un outil phare qu'on a, par exemple, c'est un traitement de texte adapté qui va permettre de, par exemple, poser des opérations en colonne, de faire des schémas électriques, de poser des équations de chimie, de mathématiques. Voilà, faire vraiment toutes les choses du quotidien d'un élève, mais sur ordinateur, puisque l'environnement numérique est plus favorable pour les élèves dyspraxiques. Ça vient leur aider à compenser leurs troubles. Un autre point important sur le Cartable Fantastique, c'est le fait qu'on croise le regard de chercheurs en sciences cognitives et d'enseignants. C'est vraiment notre ADN au Cartable Fantastique. Tous les projets qu'on développe vont être conçus, pensés, développés avec cette double casquette, ce double regard. C'est ces deux expertises qui viennent valider nos projets et c'est très important pour nous. C'est vraiment comme ça qu'on travaille, c'est notre méthodologie. Et donc, le projet lauréat de l'appel à projet du fonds de dotation EG en 2024, c'est notre plateforme que l'on appelle Malin, qui est une plateforme qui permet de créer des exercices numériques qui sont adaptés aux besoins spécifiques des élèves dyspraxiques. Le but, ça va être de leur permettre de suivre le même programme que le reste de la classe, mais sur un support qui répond spécifiquement à leurs besoins. Donc, un support numérique, comme je l'ai déjà dit. Tout ça dans un contexte où les manuels scolaires et plus globalement les ressources pédagogiques sont inaccessibles pour les élèves dyspraxiques. Il y a souvent trop de visuels, trop de dessins, trop de formes. La manière dont les exercices sont agencés sur un manuel scolaire, ça ne leur convient pas. Et puis, c'est très compliqué aussi. Et puis, le type d'exercice aussi peut être compliqué. Juste après, j'ai un exemple à vous montrer, vous comprendrez mieux. Et la mise en accessibilité est complexe, c'est-à-dire le travail qui est demandé pour adapter les supports, pour les rendre accessibles, demande quand même déjà du temps et puis quand même une petite connaissance de comment adapter les choses. Donc, ce n'est pas à la portée forcément de tous les enseignants, de tous les parents. Nous, ça va être notre mission avec cette application, enfin, cette plateforme, de leur proposer quelque chose de facile à prendre en main et de prêt à l'emploi. Donc là, juste pour que vous ayez visuellement l'idée en tête, c'est sur l'image de gauche, on a un exercice classique d'un manuel scolaire. Bien souvent, il va falloir commencer par recopier l'exercice. Puis après, l'élève va devoir, avec sa règle, relier, donc Peter et Anna déménagent, je marche, etc. Là,
avec ce que je vous ai dit sur la dyspraxie, déjà, vous vous rendez compte que, premièrement, l'élève dyspraxique, lui, il aura à peine fini de recopier la consigne que toute la classe aura déjà fini l'exercice, parce que ça va lui demander beaucoup d'efforts de s'appliquer pour écrire lisiblement. Et puis visuellement, cet exercice, il est au milieu d'une page avec beaucoup d'autres exercices. Il va avoir du mal à se repérer, du mal à lire les lignes. Il va probablement faire beaucoup d'erreurs déjà en cherchant l'exercice et en recopiant. Donc, nous, on va proposer un format numérique adapté, donc qui est le format sur le côté, où l'élève va déjà avoir un support épuré, un fond blanc. Tout ça, c'est en grand sur son écran, avec des couleurs différenciées pour qu'il puisse mieux suivre du regard les lignes. Et il aura juste à cliquer sur déménage. Donc, on évalue la même compétence. Il doit conjuguer le verbe déménager au pluriel, à la troisième personne du pluriel, mais au lieu de recopier, de sortir sa règle, etc., et d'être confronté à toutes ces difficultés du quotidien, et ben, on lui a demandé de cliquer. Et ça, juste pour préciser, donc ça a été pensé, comme je disais, en fonction des besoins spécifiques des élèves dyspraxiques au regard des données scientifiques avec nos chercheurs en sciences cognitives. Et on s'est aussi rendu compte que ça répond aux besoins de beaucoup d'autres élèves qui sont porteurs d'autres troubles visuels ou moteurs, qui peuvent aussi être porteurs de troubles du spectre autistique ou de TDAH, ou pas porteurs de handicap, simplement des élèves qui ont des difficultés à un moment donné. Ça peut les aider de passer sur ce format numérique. Et donc, l'impact de notre projet, à terme, on espère, une fois que la plateforme sera mise en ligne, venir en aide à 50 000 élèves par an. C'est une petite estimation que l'on a fait au regard des téléchargements, des créations de comptes de nos autres outils. Sur le plan qualitatif, alors l'accès à ces supports scolaires adaptés va en fait permettre plus globalement à l'élève d'avoir une meilleure réussite scolaire et plus loin encore de lui permettre de gagner confiance en lui, d'avoir une meilleure estime de lui, parce qu'on se rend compte que les élèves dyspraxiques sont très souvent en situation d'échec scolaire, alors même qu'ils ont les compétences, voilà, quand on avait l'exemple d'avant, ils ont les compétences de conjuguer le verbe, c'est pas ça qui bloque, c'est vraiment sur la forme, le support que ça coince. Et pour aller plus loin, notre projet de plateforme, en fait, c'est une première brique dans un plus grand projet de recherche qui est réalisé avec l'INSERM, le CNAM et l'École centrale Paris, qui a pour objectif d'automatiser l'adaptation des manuels scolaires. Donc, l'idée, c'est en s'appuyant sur de l'IA, de l'intelligence artificielle, on voudrait qu'un manuel scolaire sorte adapté en passant par notre plateforme. Et donc, cette plateforme, c'est la première brique qui va nous permettre d'aller vers ce plus grand projet. Donc, c'est ce projet qui a été lauréat de l'appel à projet 2024, qui a donc convaincu le jury du fonds de dotation OIG. Ensuite, du coup, l'idée, c'était de vous faire un petit retour d'expérience de mon côté sur la méthodologie et les étapes clés d'un appel à projet. Alors, il y a peut-être des choses qui vont se recouper avec ce que Céline a pu dire. Moi, je vais essayer peut-être de vous parler plus généralement sur au quotidien, en vous prenant exemple sur le dossier du fonds de dotation OIG. Déjà, en amont, quelques petits conseils pour identifier les appels à projets, parce que ça peut peut-être être quelque chose qui peut vous mettre en difficulté. C'est important de faire une veille au quotidien des appels à projets. Alors, bien sûr, le réseau, c'est le lieu numéro 1 pour obtenir des informations sur des appels à projets qui ouvrent. Mais je vous ai mis aussi une petite liste d'autres sites, si jamais vous êtes chercheur de ce type d'informations. Par exemple, le site de l'aide médicale qui est très bien fait avec un petit annuaire pour pouvoir trouver les appels à projets qui sont lancés. Vous pouvez même classer par thématique, etc. Donc, ça peut vous aider. Il y a une petite liste, je pense au site Care News. Vous pouvez aussi, n'hésitez pas à aller regarder les financeurs qui sont partenaires des associations du même secteur que vous, puisque ça veut dire que potentiellement, ces partenaires accompagnent des projets qui travaillent dans le même champ que vous. Donc, ça peut être intéressant de s'en inspirer. J'ai noté isasso.org. Alors là, ça dépend vraiment des associations parce que c'est un abonnement qui a un coût, qui est payant, mais c'est une plateforme du coup, qui fait pour vous cette veille. Vous avez tous les appels à projets qui sont publiés. Ça peut être intéressant en fonction de votre situation. Là, je vais peut-être revenir sur des choses que Céline a pu déjà dire, mais dans un premier temps,
vous avez fait cette veille, vous avez des appels à projets sous le nez. L'idée, ça va être de voir s'il y a bien une cohérence entre les critères des appels à projets et votre projet. Donc, bien souvent, vous avez soit un cahier des charges, soit en tout cas un petit document ou une page pour vous expliquer les conditions d'éligibilité. Donc là, tout de suite, vous allez voir si vous cochez les cases ou non. Il peut y avoir des critères concernant les bénéficiaires cibles, les dates de l'appel à projet aussi. Est-ce que ça correspond, vous, à votre organisation d'équipe? Est-ce que vous allez avoir le temps d'y répondre? Est-ce que vous êtes dispo pour s'il y a des rendez-vous prévus, des dates calées déjà à l'avance? Est-ce que ça va rentrer dans votre agenda? Les contraintes de budget ou de calendrier. C'est à certains financeurs qui vont vous demander que ce soit terminé avant telle date. Voilà, il faut s'assurer que ça correspond bien à tout ça. Il peut y avoir d'autres conditions aussi, comme des conditions de territoire. Il y a certaines fondations qui agissent localement sur un territoire donné et qui veulent financer exclusivement des projets qui ont lieu sur ce territoire. Il y a certaines fondations d'entreprises qui peuvent, ou d'entreprises qui lancent des appels à projets, ce n'est pas forcément via les fondations, mais qui peuvent vouloir que le projet en question soit coopté par un salarié. Il peut y avoir des demandes de documents spécifiques, je pense au rescrit mécénat. Il y a certains organisateurs d'appels à projets qui demandent un rescrit mécénat. Si vous ne possédez pas, nous c'est notre cas, du coup ça peut poser problème pour répondre à un appel à projet. Et une fois qu'on a tout ça, on peut cocher toutes les cases. Moi, je prends pour habitude de quand même faire une analyse assez rapide du dossier avant de me lancer pour voir le rapport entre le temps passé, ce que ça va me demander en termes de préparation de rédaction, de préparation des éléments, toutes les questions qui peuvent être posées, versus la subvention potentielle. Ça, c'est chacun selon son association, voir si est-ce que c'est d'accord pour vous, pour la somme qui peut être potentiellement reçue à la fin, est-ce que vous n'allez pas y passer trop de temps? Il faut que ça ait une certaine cohérence, vous pour vous. C'est aussi toujours intéressant peut-être de prendre contact avec l'organisateur de l'appel à projet en amont si vous avez des questions. Je reviens sur l'exemple du rescrit mécénat. Parfois, le rescrit mécénat est obligatoire et en fait, en contactant l'organisateur, on a eu le cas dernièrement, la personne nous a dit finalement, vous pouvez aussi, si vous pouvez, nous procurer une attestation plutôt que le rescrit mécénat. Du coup, on a pu postuler à l'appel à projet. Ça peut être des questions sur le montant demandé. Là, dans le cadre du fonds de dotation OIG, le montant est défini par de dotation. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, vous êtes libre et vous n'avez aucune idée de l'échelle de grandeur. Est-ce que vous pouvez demander 5 000 ou 50 000? Vous êtes un peu dans le flou. Donc, n'hésitez pas à contacter le financeur. Un petit peu d'humain, ça fait toujours de bien plutôt que d'être juste derrière un formulaire en ligne. Ensuite, donc, l'idée, c'est les dossiers de candidature s'articulent un petit peu toujours de la même façon et c'est un petit peu toujours les mêmes questions qui sont posées. Là, j'ai pris le découpage qu'il peut y avoir sur le dossier du fonds de dotation UG, mais vraiment, c'est ce qu'on retrouve à chaque fois. Vous allez avoir une première partie de présentation de la structure. L'idée, là, ça va vraiment être de montrer que vous êtes expert de votre sujet. C'est vous l'expert, vous connaissez très bien sur le bout des doigts ce que vous faites. Vous présentez votre structure, votre action, vos publics cibles. Le but, ça va être de montrer qu'avec votre expérience et les projets que vous avez réalisés, vous avez une vraie légitimité à agir auprès de ce public que vous connaissez vraiment très bien. Et ça va être aussi important, là, de montrer qui vous êtes, l'ADN spécifique à votre association, ce qui vous différencie des autres, votre raison d'être. Moi, je vous ai assez vite, rapidement parlé du fait que nous, au Cartable Fantastique, notre ADN, c'est de croiser le regard de chercheurs en sciences cognitives et d'enseignants. Voilà, qu'on comprenne pourquoi vous avez un truc en plus par rapport à d'autres associations, pourquoi vous existez par rapport à un concurrent. On n'aime pas trop parler de concurrents dans le secteur associatif, mais vous voyez un petit peu l'idée. Ensuite, après la présentation de la structure, l'idée, ça va être de présenter le projet. Je dis projet au sens, on parle vraiment d'une demande de financement d'un projet et pas d'une demande de financement de frais de fonctionnement. On ne vient pas pour demander juste du salaire et un loyer, etc. L'idée, c'est de
proposer un projet. Donc, on se met en mode projet. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de salaire, qu'il ne peut pas y avoir de loyer dans le budget, mais ça, j'y reviendrai juste après. Et puis surtout, un projet planifié. Je pense en tout cas que ce n'est pas forcément une très bonne idée quand on lit un appel à projet de se dire bah, tiens, quel projet je pourrais inventer ou mettre en place pour répondre à cet appel à projet. C'est plutôt dans l'autre sens. C'est comment l'appel à projet va servir un projet qu'on compte réaliser, donc un projet qu'on avait planifié. Ensuite, vous allez définir les objectifs. Bien souvent, on peut définir en principaux, secondaires, les objectifs de votre projet. C'est très important aussi de bien expliquer l'enjeu et le contexte du projet, parce que vous êtes tous les jours dedans, vous savez pourquoi c'est nécessaire que ce projet ait lieu. La personne qui lit votre dossier ne le saura peut-être pas. Il n'aura peut-être pas tous les éléments en tête du contexte. C'est important de bien le rappeler. Ensuite, on va avoir un aspect suivi de projet. Là, ça va être votre mission de montrer que vous êtes la bonne personne, la bonne équipe pour réaliser ce projet avec sérieux et rigueur. Donc, l'idée, c'est de montrer, en fonction des objectifs que vous avez définis juste avant, quelles actions concrètes vont découler de ces objectifs, quels moyens vous allez mobiliser pour réaliser ces actions concrètes, que ce soit des moyens financiers, des moyens humains, des moyens matériels. Quels résultats vous attendez de tout ça, avec quel impact, et puis comment vous allez suivre tout ça, quels indicateurs. Et tout ça avec en appui comme feuille de route un calendrier qui vous permet de suivre comment vous allez réaliser ces actions. Et le dernier point, qui est donc le budget prévisionnel, l'idée c'est de montrer à votre financeur que vous avez réfléchi à votre budget avec donc, ce qu'on appelle un budget prévisionnel à l'équilibre, d'un côté des charges et des ressources. Donc, dans les charges, vous allez lister tout ce qui est important pour mener à bien ce projet. Et côté ressources, tous les financeurs ou potentiels financeurs, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous ayez trouvé tous les financements, mais montrer que vous avez réfléchi à comment vous allez équilibrer votre budget. Le cofinancement, c'est un point important parce que je pense qu'un financeur qui lit votre dossier va être intéressé par l'idée d'un côté que le financement qu'il vous propose soit essentiel, structurant pour mener votre action, comprendre que vous en avez besoin, mais en même temps qu'il n'est pas seul dans la barque, que ce ne soit pas 90% du budget du projet qui lui incombe, mais qu'il y ait d'autres financeurs qui soient de la partie. Et donc, je disais tout à l'heure que c'était important de ne pas faire des demandes de financement de frais de fonctionnement, mais quand même, on peut intégrer des charges de fonctionnement à ce budget. Il y a deux façons de le faire. Soit on intègre des coûts directs liés à l'action. Donc, par exemple, j'ai un chef de projet ou une chef de projet pour réaliser mon projet. J'ai besoin d'acheter du matériel spécifiquement pour ce projet. Tout ça, c'est des coûts directs. Donc, ça peut être du salaire, ça peut être tous ces types de frais. Ou alors, ce n'est pas un coût direct. Par exemple, j'ai une assistante de direction dans l'association qui ne travaille pas directement sur ce projet, mais elle permet quand même de faire tourner l'association et on a quand même besoin de financer ça. On vient l'intégrer à ce qu'on appelle les frais de gestion. On parle communément de 10 à 15% de frais de gestion qui sont acceptables sur un budget. Vous avez sur les budgets types, souvent une ligne frais de gestion, vous pouvez intégrer une petite somme qui viendra financer ces frais plus globalement. Et je voulais ensuite vous donner quelques conseils un petit peu en vrac comme ça de ce qui me semble intéressant à faire. On a listé tout un tas d'informations à faire figurer dans les appels à projets. Moi, j'aime bien voir au démarrage d'un projet, quand nous, on se dit, tiens, on va lancer tel projet, faire une petite fiche projet détaillée avec toutes ces informations qui sont déjà regroupées quelque part. C'est prêt à l'emploi. Vous avez une petite checklist des points essentiels que vous voulez aborder quand vous voulez présenter un projet. Ça vous permet de gagner du temps et de rien oublier. Ça ne veut pas dire que vous faites du copier-coller, loin de là, parce que chaque appel à projet est différent et c'est important d'adapter, parce que ne serait-ce que parfois, vous avez des contraintes de nombre de caractères ou ce genre de choses, donc vous êtes obligé de rédiger, de remanier votre projet. Les questions ne sont pas toujours les mêmes, donc ce n'est pas du copier-coller, bien entendu. Mais cette petite fiche va vous permettre d'avoir toutes les informations quelque part et d'être sûr de ne pas oublier. Parce que quand vous avez fait X demandes pour un même appel, un même projet, peut-être que vous avez l'impression que vous en avez déjà parlé, que c'est clair pour vous, mais c'est bien avec cette fiche de pouvoir vous dire que tout est mentionné.
Je pense que c'est aussi important dans la rédaction de votre dossier de reprendre clairement les critères d'éligibilité qui sont énoncés dans le cahier des charges ou qui ont été énoncés par l'organisateur de l'appel à projet. Reprenez bien la sémantique utilisée dans l'appel à projet. En fait, l'idée, c'est de montrer qu'on parle la même langue, qu'on est fait pour travailler ensemble, qu'on a la même mission, en fait. Et du coup, la personne qui lit l'appel à projet va plus vite se dire ah oui, bah ça, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut soutenir. Ça va être plus rapide pour bien décrypter le projet. N'hésitez pas aussi à accompagner votre projet de visuel, surtout quand on parle de choses un petit peu techniques. Ça permet de rendre le projet compréhensible. N'oubliez pas que les personnes qui lisent le dossier ne sont pas experts de votre sujet et parfois il faut pouvoir leur poser des choses un petit peu plus schématiques, un petit peu plus simplifiées. Bien sûr, ça paraît assez évident, mais proposer un projet carré, ça va vraiment montrer que vous travaillez avec sérieux et rigueur et que vous êtes les meilleurs pour réaliser ce projet-là. Ça va donner envie de travailler avec vous parce qu'on va dire qu'on peut vous donner l'argent les yeux fermés et que vous réaliserez ce projet sans souci. Et un dernier petit mot, je dis ne pas se démoraliser parce que si jamais vous n'obtenez pas les financements de l'appel à projet en question, ça arrive. Il y a souvent beaucoup d'associations qui postulent pour un même appel à projet. Voilà, chacun peut avoir sa chance. Si vous ne l'obtenez pas, ne vous découragez pas. Nous, en tout cas, on constate que c'est à peu près 50-50. Il y a un projet sur deux qui souvent est retenu et donc un projet sur deux qui est refusé. Ça ne veut pas dire que nos projets ne sont pas viables, qui n'ont pas lieu d'être. Ça veut vraiment dire que voilà, il faut attendre son tour. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, on est lauréat de 2024 du fonds de dotation UG, mais on avait déjà postulé une première fois en 2021, il me semble. Notre projet n'avait pas été retenu. Donc, comme quoi, ça peut marcher quand on postule une seconde fois. Et comme le disait Céline, c'est aussi très important, je pense, n'hésitez pas quand votre projet est refusé de contacter l'organisateur de l'appel à projet pour savoir pourquoi. Parce que vous pouvez avoir de bons conseils, ça peut parfois être juste une question de on a dû faire des choix et c'est comme ça, mais parfois on peut vous donner des bons conseils sur la manière dont vous avez présenté ou articulé votre projet et ça peut vous aider pour la suite pour convaincre d'autres potentiels financeurs. Merci Justine. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si on fait ça. Moi, je vous remets l'adresse mail à laquelle nous envoyer vos candidatures. Comme je vous disais, quand vous recevrez le replay de cette présentation, vous aurez également le dossier qui sera là. Et également, si jamais vous souhaitez dès maintenant regarder les conditions plus en détail et voir le dossier de candidature sur notre site EIG dans la rubrique Actualité, notre dernier article concerne l'appel à projet. Merci beaucoup, Céline et Justine. Il nous reste 1-2 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, effectivement, comme l'ont dit Justine et Céline, on pourra vous donner les coordonnées éventuellement. En tout cas, pour Céline, je n'ai pas de doute. Je pense que Justine aussi Bien pourra sûr, oui. répondre à vos questions. Le replay va vous être mis à disposition, ainsi que le PowerPoint de la présentation. Donc voilà, si vous pouvez juste nous faire un petit pouce en l'air, une petite réaction un peu sympathique pour nous dire si ça a répondu à vos attentes. Voilà, c'est toujours agréable. Merci beaucoup. Et puis, vous avez le droit de dire aussi s'il y a des choses qui vous ont manqué, hein. C'est pas interdit non plus. Ok, très bien. En tout cas, on vous remercie toutes et tous. L'année prochaine, on refera encore un webinaire et on s'y prendra un petit peu plus à l'avance pour que vous ayez encore plus de temps pour préparer. C'est ça. Donc voilà. On vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et merci à toutes les heureuses participantes qui se sont joints à cet événement. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, Bonne fin de au journée, au revoir. revoir.